En Centrafrique, incident entre la garde présidentielle et un contingent égyptien de la NUNICA. Et puis en Afrique du Sud municipale, après 27 ans de règne, l'ANC chancelle. On termine par la France contrainte de témoigner dans un procès. Sarkozy, l'ancien président français, donc refuse de répondre au juge. Notre invité est Maître Éric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Maître, vous allez bien? Bonjour. Très très bien, merci beaucoup, content de vous revoir. Ouais. Allez, 10 casques bleus de la MINUCA ont été blessés dont deux grièvement le lundi 1er novembre dans un incident impliquant des membres de la garde présidentielle. Selon l'ONU, Maître Éric Emmanuel Sosa, l'ONU condamne une attaque délibérée et appelle à l'ouverture d'une enquête. C'est le minimum qu'on peut faire. Et je pense que jusqu'à présent, la réaction de la présidence centrafricaine ne nous satisfait pas. On ne peut pas comprendre que dans un pays comme la Centrafrique, où on fait recours à des forces étrangères pour protéger la population et défendre les institutions, on s'attaque à des forces étrangères qui sont venues avec des intentions plutôt amicales. Le motif que l'on a invoqué, à savoir que certains, en tout cas un, parmi les soldats du contingent égyptien qui venait d'arriver à Bangui d'ailleurs, a tenté de prendre une vue avec un appareil photo de la résidence du président, qui a été, on va dire, la cause des sommations qui ont été faites et des coups de feu qui ont été tirés sur le contingent, me paraît totalement insuffisant. Ce genre de choses se règle autrement que par des armes à feu. Enfin, bon, je pense qu'on peut très bien saisir le chef de mission par voie diplomatique, demander à l'officier ou enfin au soldat de rang, je ne sais même pas quelle est sa position hiérarchique, qui a pris les photos, de rendre les photos. Mais je ne sache pas non plus que la résidence du président de la République soit un endroit dont la seule image, ou alors à ce moment-là, il faut l'installer sur la Lune. Parce que bon, les Banguissois regardent, ils passent dans les rues et ils voient où réside le chef de l'État. Alors qu'on en ait une photo ne me paraît pas être quelque chose d'attentatoire, ni à son image, ni à sa sécurité. Il y a des gardes qui entourent, d'ailleurs la preuve. Ils ont fait usage des armes pour tirer sur des gens qui, a priori, ne sont pas ennemis. C'est même pas des gens armés. Les casques bleus, en général, ne circulent pas armés quand ils sont dans ce genre de mission. Alors, bon, quelqu'un s'est excité, et au lieu de s'expliquer calmement et de prendre la chose par là où il faut la prendre, c'est-à-dire un zèle imbécile d'un officier ou d'un soldat complètement perdu, on vient dire que c'est scandaleux, qu'on ait pris en photo la résidence du président de la République. Soyons sérieux 2 secondes. Vous savez, bon, la Maison Blanche, bon, elle fait l'objet de cartes postales. On la vend, elle est tellement belle que bon, on est content. Et la première chose que font les touristes depuis un certain temps, c'est beaucoup plus difficile. Mais quand même, il y a des endroits où on peut prendre des vues et se mettre en perspective. On a la Maison Blanche dans le champ. Et c'est très joli. Tous les touristes qui vont à Washington visiter les institutions américaines font ça. Et le président mais en Centrafrique, on ne peut pas photographier la résidence du chef de l'État. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas de si exceptionnel pour qu'il soit interdit même de prendre des vues, des clichés alors que des gens passent tous les jours. Mais attendez, bon, enfin, si à chaque fois qu'on l'a dans le viseur d'un appareil photo, on pense que c'est un missile qui va partir, il faudrait quand même qu'ils changent, eux, leur façon de penser et la sécurité présidentielle. Hein. Alors, ces événements, maître, arrivent à un moment où l'ONU a pris l'habitude de condamner les agissements du groupe Wagner en République centrafricaine. Et récemment, on a vu la réaction également de Bangui qui a dit que la France passe par les Nations Unies pour dire des choses qui ne sont pas forcément vraies. Écoutez, bon, moi, ces histoires de Wagner, écoutez, Wagner est là ou pas? Wagner est là. Bon, En alors, Centrafrique.
Bon, maintenant, est-ce qu'on a besoin de la France pour savoir que Wagner et certains de ses agents, ses miliciens, ça donne à des actes qui sont parfois contraires Non. à la mission qu'on attend de forces étrangères qu'on appelle des forces d'appui? Non. Donc, n'essayons pas à chaque fois de dévier, de faire des digressions en disant on passe par la France. Ben, la France dit ce qu'elle pense de Wagner. Elle l'a dit à chaque Ouvertement. fois ouvertement, urbi et torbi, en langage diplomatique, puis après dans des langages beaucoup plus crus. Bon, elle assume sa position. Elle assume, disons, son. Comment vous dire ça? Son agenda diplomatique en Centrafrique. Mais bon, oui, la France est mécontente qu'après tous les efforts qu'elle entreprend pour aider la Centrafrique, elle aille donner de l'argent pour payer des mercenaires pour sa sécurité. C'est simple, le problème avec les mercenaires, le jour où vous n'avez plus d'argent, ils vous lâchent. Ou alors, bon, finalement, ils prennent en otage vos populations et vous ne pouvez rien faire. Non, il ne faut pas dire que parce que de temps en temps, ils ont fait quelques succès, Kigali et la Russie sont là pour défendre Bangui. Et ça se passe plutôt bien. On commence à enregistrer quand même quelques replis des forces rebelles en Centrafrique. Bon, je ne sache pas que ce soit à mettre sur le compte de Wagner. Mais bon, en même temps, moi, personnellement, Wagner ou, je sais pas, ça porte le nom d'un auteur-compositeur excellent. Excellent. Bon, ça pourrait s'appeler Rossini ou, bon, si c'est russe, je sais pas, Rostropovitch ou, enfin, Stravinsky, j'en sais rien. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais qu'on arrête de dépenser l'argent des contribuables centrafricains ou maliens pour payer des gens uniquement pour venir faire le coup de feu. Qu'on entraîne nos militaires et à la limite qu'on s'allie diplomatiquement avec des pays capables pour assurer la sécurité d'un territoire et d'une population, plutôt que de donner de l'argent à des voyous. Un mercenaire, écoutez, il cachetonne, quoi. Tu lui donnes de l'argent, il tue pour toi, point. Et le jour où tu n'as plus d'argent, mais s'il le peut, il te tuera toi. Ce qui ne se passe pas dans le monde diplomatique. Alors qu'on arrête un peu cette blague-là. On nous dit souveraineté, souveraineté. Oui, mon œil. Quand on est souverain, on ne va pas chercher des voyous pour sa défense. Quand on est souverain, on se défend soi-même. Quand on ne peut pas le faire, on va s'allier des gens qui ont une forme de moralité, qui ont de la qualité de travail pour vous assister, que ce soit la France, la Russie, la Turquie, ce qu'on veut, mais pas des cachetonneurs, quoi. C'est tout. Moi, mon problème, il est là. Donc, non, qu'on arrête un peu cette blague-là. C'était une bavure, assumons la bavure, ou alors excusons-la, ou alors punissons celui qui a fait la bavure, mais racontons pas d'histoire aux gens. En tout cas, pour le moment, le gouvernement centrafricain n'a pas encore réagi. Mais maître, vous pensez que la présidence a réagi. La présidence a réagi. Oui. Alors, maître, vous pensez que ces événements vont créer une sorte de tension entre Bangui et l'ONU, ou encore entre la MINUSCA et puis les FACA? Oui, on le ferait, on le serait à moins. Écoutez, je sais pas, on n'a qu'à enlever la MINUSCA et vous verrez ce qui se passera aussi. Elle a son rôle, hein. Écoutez, c'est pas une force de frappe, c'est une force de pacification. Elle est là pour temporiser, elle est là pour servir de force tampon. C'est sa mission traditionnelle. Mais alors qu'on arrête de tirer sur les soldats de l'ONU, les casques bleus, qu'on arrête de les canarder. Sous prétexte qu'on a pris une photo de la résidence présidentielle. Qu'est-ce que c'est que ces affaires-là? Allez, on passe en Afrique du Sud. Le parti de Nelson Mandela va-t-il subir un recul historique, maître, lors de ces élections municipales? Ce parti risque de passer pour la première fois sous la barre des 50%. Oui, mais c'est dans l'ordre normal des choses. Il n'y a pas de forteresse imprenable et il n'est pas bon que dans un pays dit démocratique, ce soit toujours
un seul parti qui gagne sous prétexte que c'est un parti historique qui a joué un rôle très important dans l'avènement de la démocratie pluraliste en Afrique du Sud et aussi la possibilité pour les Noirs plus nombreux dans un pays qui est le leur de diriger enfin le pays et leurs affaires. Bon, maintenant, il y a d'autres partis. Il y a d'autres partis tenus par des Noirs que l'ANC, Economic Freedom Fighters de Julius Malema, est un parti qui est tout à fait respectable, qui a peut-être un mot d'ordre un peu plus remuant que l'ANC, mais bon, l'ANC en son temps était tout aussi remuant. Et c'est pour ça que c'était un parti qui était suivi, qui était très populaire, et maintenant au pouvoir. Je pense que l'épisode de Jacob Zuma a considérablement ruiné la réputation et la crédibilité de l'ANC comme un parti de gouvernement. Aujourd'hui, Cyril Ramaphosa a du mal à remonter la pente. Il est en train de trimer pour faire regagner à ce parti un peu plus de crédibilité et de force au sein de la population. Il faut dire que la crise du Covid n'a pas aidé, le délabrement de l'économie générale, ce n'est pas uniquement sud-africain, l'économie du monde qui a frappé l'économie sud-africaine de façon considérable, n'a pas aidé non plus, mais bon, que l'ANC cède la place à d'autres partis ne me paraît pas être scandaleux. C'est une forme d'alternance. Elle est souhaitable parce que l'ANC y est depuis 1994. Allez voir, ça fait quand même 27 ans. Il faut que ça change un peu pour qu'on voit d'autres façons de gouverner et qu'on ait un second souffle, quoi. Permettre à l'ANC peut-être d'aller se refaire une santé et peut-être aussi une vertu. Et cette réaction de la secrétaire générale de l'ANC, Jessie Duarte, qui dit être sous les 50% n'est évidemment pas idéal, mais on survivra quel que soit le résultat. Oui, bien sûr. Mais écoutez, il ne faut pas en faire l'affaire d'une vie. Hein. On n'en mourra pas. Un parti qui bascule dans l'opposition doit se remettre en cause, essayer de réviser ses fondamentaux, revoir ses bases, voir pourquoi est-ce qu'on est devenu moins populaire. Parce qu'aujourd'hui, le problème de l'ANC, c'est que en fait, c'est un parti qui finalement a un message qui n'est plus que populiste. Il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus rien. L'apartheid n'est plus... C'est bon, ça ne vend plus politiquement, électoralement. C'est bon. Dire que tout ce qui s'est passé est dû à l'apartheid, maintenant plus aucun Sud-Africain jeune de 18 ans ne connaît l'apartheid. Donc bon, la belle affaire. Vous étiez un grand parti sous l'apartheid, maintenant vous l'êtes moins. Vous êtes devenu un parti de gouvernement et vous êtes en voie de banalisation parce qu'on vous trouve en train de... vous adonner à des pratiques totalement inacceptables, de corruption, de favoritisme, enfin toutes sortes de choses qui décrédibilisent finalement votre capacité à gouverner correctement. Donc, et ceux qui le disent ne sont pas les Blancs. Bon, l'Alliance démocratique dont on dit que c'est un parti de Blancs, il avait comme président un Noir. Jusqu'à l'année dernière. Bon, alors, ça continue. Ça veut dire quand même qu'il y a une diversité d'opinions et des partis capables de gouverner en Afrique du Sud. Il y en a d'autres que l'ANC. Il faut qu'on commence à se faire à cette idée, qu'on l'accepte. C'est la raison pour laquelle je suis d'accord avec Mme Duarte, que ça ne sera pas la fin du monde. L'ANC survivra et Dieu merci, ça lui fera du bien. Vous savez, quand un arbre a poussé trop longtemps et que vous voyez que parfois ses branches dépassent et ne peuvent plus porter de beaux fruits, on fait quoi? On fait l'élagage. Et l'élagage, même dans les partis politiques, c'est bon. Envoyer un peu les vieilles branches là se reposer pour que de nouvelles branches se reposent plus vigoureuses, ça fait du bien à un parti, c'est bien. Vous avez parlé d'autres partis à l'Alliance démocratique qui passerait de 29,9% à 22,7%. Ce parti aussi vit en Afrique du Sud. Oui.
Mais finalement, ça veut dire qu'il y a un problème d'offre politique en Afrique du Sud. Les gens sont fatigués de cette bipolarité entre l'ANC et puis son pendant blanc qui s'efforce à peu près de ressembler à un parti multiforme, polychrome, mais en fait non. Pas du tout. C'est un parti qui est bêtement de droite, conservateur, et qui voudrait revenir à un pouvoir conservateur pur, mais façon britannique, quoi, un peu. Bon, c'est pour ça qu'ils sont plus fréquentables. Ouais. Alors, mettre le Parti radical des combattants pour la liberté économique de Julius Malema, vous l'aviez dit tout à l'heure, progresserait de 7,1% à 10%. Il a écouté Julius Malema. Bien sûr. Écoutez, ce que dit Julius Malema parle à la population sud-africaine. On dit qu'il est populiste et démagogue. Je n'en suis pas sûr du tout, parce qu'on ne l'écoute pas proprement. Parce que c'est un parti qui a fait ses preuves, qui est au Parlement et qui participe véritablement au débat démocratique au sein du Parlement. Et à chaque fois, quand ils prennent des positions, quand on prend la peine de les écouter, l'ANC aurait gagné à mieux prendre en compte certains mots d'ordre de l'IFF. Ouais. Il en serait aujourd'hui quand même en meilleure santé. C'est parce que radicalement ils disent non, parce que bon, c'est ce parti-là, c'est Julius Malema, etc. Que bon, il y a cette espèce de confrontation idéologique permanente qui fait que bon, on n'arrive pas à s'entendre. Alors pour ces élections, l'armée a été mobilisée, la police également. Est-ce qu'on craint les événements qui étaient arrivés tout récemment? Oui, mais c'est dommage, et je dis à chaque fois, c'est une maladie de la démocratie qui a atteint l'Afrique du Sud aussi. Les élections ne devraient pas être une guerre civile, quoi. On n'a pas besoin de sortir l'armée et la police pour sécuriser déjà le processus, enfin le scrutin et son déroulement. Mais bon, c'est ce qui se passe, on voit des urnes qui brûlent, on voit des gens qui attaquent d'autres, qui vont voter ou qui les empêchent d'aller voter. La démocratie en est malade. Et ça, c'est la faute de l'ANC. De l'ANC, cette division, on la voit plus dans l'ANC. Oui, absolument. Et c'est la raison pour laquelle je dis non, il faut que ce parti, si c'est possible, aille faire une cure d'opposition et redécouvre un peu ce que c'est que la combativité des idées et qu'elle reconquiert le pouvoir par d'autres moyens. Mandela l'a aidé à le gagner, il l'a exercé 27 ans, il est bon que les choses changent, que le pouvoir change demain ne serait pas scandaleux. On dit démocratie, on dit alternance partout, sauf en Afrique du Sud, non. Alors, pour vous, c'est un avertissement qui est lancé à l'ANC pour les échéances à venir? Définitivement, oui, c'est un avertissement, absolument. Pour un peu qu'ils en prennent la graine et qu'ils écoutent le message de la rue. Allez, on va quitter Johannesburg pour Paris. À la barre, l'ancien président Nicolas Sarkozy se tient stoïquement face au président du tribunal, les jambes écartées, les mains jointes. Il a remis son masque, signe de son refus de reprendre la parole, et regarde désormais silencieusement le magistrat. C'est une stratégie de Nicolas Sarkozy. Et c'est quelle stratégie Bon, je ne sais pas si c'est une stratégie. Personnellement, je dis toujours que quand on a cette posture, systématiquement, on se décrédibilise et c'est forcément devant la personne qui est l'interlocuteur direct, c'est-à-dire un tribunal, on plaide coupable. Les questions qui sont posées sont quand même relativement simples. On parle de problèmes de favoritisme et de détournement d'argent public qui se sont passés à l'occasion d'une campagne électorale ou qui se sont passés dans l'exercice d'un mandat présidentiel avec des gens qui ont passé des marchés sans appel d'offres depuis la présidence. Il semble que ce comportement ne soit pas orthodoxe. Et des gens sont poursuivis pour avoir favorisé ce comportement. Ils répondent. Et le président vient dire, moi j'étais couvert
par mon immunité. La Constitution me protège, donc je n'ai pas à parler. Les gens qui sont interrogés disent non, nous avons reçu des instructions et la personne qui est le témoin le plus évident, c'est-à-dire le donneur d'ordre ou celui qui donne les directives, dans l'application desquelles on constate les dérives, dit moi je ne parle pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mépris pour l'institution judiciaire et dire qu'il y a séparation des pouvoirs et que donc on est inaccessible à la raison de la justice parce qu'on est ancien président, ça n'a jamais crédibilisé la personne qui est dans cette posture-là. Et M. Sarkozy, bon, mais quand il va se retrouver encore condamné, va hurler à la République des juges, à un complot politique, etc. Alors que plus personne ne lui en veut. Il ne représente pas un danger pour quelqu'un, peut-être pour son propre parti. Mais on ne craint pas qu'il redevienne président et qu'il se venge de qui que ce soit. Non, mais au moins, je pense que la grandeur de ce métier, de cette fonction, devrait au moins amener à ne pas se comporter comme Monsieur Tout-le-Monde. C'est-à-dire, Monsieur Tout-le-Monde, lui, va devant le tribunal, respecte la position du juge et lui parle quand il lui pose une question, mais le président, ancien président de la République, dit « Moi, je ne suis pas Monsieur Tout-le-Monde, non, moi, je suis ancien président, je ne vais pas vous parler. » Ça veut dire « Je suis au-dessus de la loi et je suis au-dessus de vous qui devez l'incarner et la faire appliquer. » Est-ce que c'est comme ça que les institutions ont été conçues? C'est ça le substrat philosophique sur lequel les institutions sont basées? Je pense que non. Bon, il faut humaniser la fonction présidentielle, quoi. Hein, il ne faut pas déifier les présidents, dire bon, non. On est dans un système où, au final, parce que président de la République, vous faites ce que vous voulez, vous tuez l'enfant de votre voisin, bah, je suis président, moi, je suis immunisé. Ouais, bah, vous violez votre femme de chambre, ou pourquoi pas une ministre, ou un ministre, j'en sais rien. Je suis président, donc je ne suis pas accessible aux lois. Ce message-là, il est tellement méprisant que ça ne peut pas faire aimer la personne du gouvernant. Vous comprenez? La personne du gouvernant, elle doit être rendue à son humanité entière en étant considérée comme vous et moi. C'est-à-dire que la fonction seule est protégée, pas la personne. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si la personne pécamineuse, vicieuse, en vient finalement avilir la fonction, il faut faire quelque chose. Je ne comprends pas. La fonction est un symbole. Protéger la fonction et le symbole qu'il représente me paraît quelque chose d'essentiel pour que la démocratie puisse vivre. Mais si un voyou, par un concours de circonstances, appelons ça des élections, les modes de scrutin bidons que nous avons, on va dire, oui, voilà, scrutin uninominal à un tour, avec un corps électoral à 10%, parce que les 90% sont fatigués, ils n'y vont pas, il est élu, il est président. Donc vous avez un voyou, une arsouille totale, qui est votre président, et il va dire, mais non, moi je suis immunisé, je fais tout ce que je veux, je vous tue même si l'envie me prend, je suis immunisé, c'est la Constitution, vous comprenez? Alors, maître, dans ce dossier, que risque l'ancien président français? Probablement une autre condamnation. Oui, mais bon, comme il a choisi de ne pas parler aux juges, comme il les méprise, écoutez, les juges sont humains. Non, mais enfin, je ne sais pas. Ils vont pas le prendre personnellement, j'espère bien quand même. Mais par rapport à l'institution, parce que ici, c'est institution contre institution. Vous voyez? Vous étiez président de la République, avec ce que ça comporte de privilèges et d'honorabilité. Et nous sommes juges, nous méritons aussi votre respect. Et ça, c'est ce que M. Sarkozy n'a pas envie de comprendre. C'est ce qui gêne dans sa stratégie. Je ne sais pas si c'est une stratégie, c'est une posture pour l'instant. Je ne pense pas que ce soit une stratégie gagnante en justice. Je viens, mais je ne vous parle pas.
Alors que à l'instruction, il a parlé. Il a parlé. Alors, ceux qui étaient à l'instruction, n'étaient-ils pas des juges? Alors, c'est les juges du siège qui sont si méprisables qu'il ne faut pas qu'ils leur parlent? Non, personnellement, ça me déçoit de la personne. Ça me déçoit. Venant de la part d'un ancien chef d'État, ça me déçoit toujours. Un ancien chef d'État, il est également juriste. C'est une manière pour lui de d'éternir l'image de cette fonction, peut-être. Non. En tout cas, juriste. En tout cas, Sarkozy a eu toujours à le dire, que les juges sont contre lui en France. Peut-être que c'est cette méthode qu'il adopte. Je crois que le pire ennemi de Sarkozy, c'est Sarkozy lui-même, honnêtement. C'est lui-même. Parce que, non mais, ici, les choses sont simples. Venez, à la limite, venez assumer, défendez la position, dites et démontrez que ce que vous avez fait n'avait rien d'illégal. Après, on en tirera les conséquences qu'on veut. C'est votre parole. Mais venir dire, je ne vous parle même pas parce que ce que vous faites est inconstitutionnel. Je suis protégé par la Constitution. Je n'ai pas à vous parler. Alors que vous avez d'abord accepté de collaborer à l'enquête. Vous avez parlé au moins pendant l'instruction. Où est la cohérence dedans? J'ai déjà tout dit au juge d'instruction, dont je ne vous parle plus. Mais à ce moment-là, on peut réduire la procédure pénale à la seule instruction. Non, c'est une continuité. Il y a un renvoi, vous êtes renvoyé devant le juge du siège, la juridiction du jugement vous entend encore. Et on peut encore, même lorsqu'on est renvoyé devant le juge du siège, dans la position de prévenu, on peut en sortir complètement relaxé, innocenté. Donc les juges du siège aussi font un autre travail. Ils critiquent parfois le travail de leurs collègues de l'instruction. Quand il y a des éléments qui permettent de remettre en question les conclusions de l'instruction. Alors pourquoi M. Sarkozy ne devrait pas faire confiance au minimum au juge du siège plutôt que de venir donner ce spectacle que je trouve assez pauvre, pour ne pas dire d'autres mots, assez pauvre, vraiment. Merci beaucoup à vous, Maître Éric Emmanuel Soussa. Vous êtes avocat au barreau du Togo. On va marquer la pause pour le journal. On revient avec nos invités pour Regard Croisé.